Bonjour à tous, mon nom est Vincent Battaglia et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de la nutrition. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui devrait vous être familier même s'il est relativement incompris, les calories. J'en ai assez peu parlé jusqu'ici, pour ne pas dire pas du tout. À vrai dire, jusqu'ici, je n'ai prononcé le mot qu'une seule fois en plus de 40 minutes de vidéo. Aujourd'hui, on va en parler intensivement et les calories ne devraient plus avoir de secret pour vous après le visionnage de cette vidéo. C'est parti! Le concept de calories est un concept clé dans le monde de la nutrition, notamment en ce qui concerne les sujets liés à la perte de poids. On dit que pour maigrir, il faut ingérer moins de calories qu'on en dépense. En d'autres mots, il faut être en déficit de calories. La théorie n'est pas inexacte, loin de là, mais elle est malheureusement trop simpliste. La réalité est beaucoup plus complexe que cela. Pour moi, si c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de faire, vous pouvez dès à présent arrêter de compter les calories, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, essayons de comprendre à quoi nous avons affaire. C'est quoi une calorie ? Le premier homme à définir et utiliser la calorie comme unité de chaleur fut Nicolas Clément dans un papier scientifique paru en 1824. Il définit la calorie comme étant la chaleur requise pour élever la température d'un kilogramme d'eau de 1 degré Celsius. Dans ce cas, on parle de grandes calories avec un grand C ou de kilocalories. La calorie avec un petit c est la chaleur requise pour élever la température d'un gramme d'eau de 1 degré Celsius. Pour simplifier, j'utiliserai le terme calorie pour désigner une kilocalorie à partir de maintenant, comme c'est de toute façon l'usage dans le monde de la nutrition. Notez que la calorie est de nos jours devenue obsolète dans le monde scientifique où on lui préfère le joule, une kilocalorie équivalent à 4,184 kilojoules. Prenons maintenant un exemple pour mieux comprendre comment sont calculées les calories dans un aliment. Si vous faites une rapide recherche sur Google ou dans une application de nutrition quelconque, vous découvrirez qu'une pomme standard de 150 grammes contient environ 80 calories. Mais comment peut-on le savoir ? Pour pouvoir le calculer, il faut utiliser cette machine un peu compliquée appelée calorimètre à bombe. Mise au point en 1879 par Pierre-Eugène Marcellin Berthelot, il s'agit d'un système constitué d'un récipient rempli d'eau dont on mesure l'élévation de la température lors de la combustion d'un échantillon. Dans le cas de notre pomme, si on brûle la pomme entièrement dans un calorimètre, la température du kilogramme d'eau contenu dans celui-ci augmentera de 80 degrés Celsius. La pomme contient donc 80 calories. Heureusement, il n'est plus vraiment nécessaire de brûler un aliment pour en connaître ses calories. On peut se baser sur le contenu calorique des 3 macronutriments pour faire le calcul et avoir une estimation proche de la réalité. On sait qu'un gramme de glucides équivaut à 4 calories, un gramme de protéines équivaut à 4 calories et un gramme de graisse équivaut à 9 calories. En connaissant la composition de notre pomme de 150 grammes, on peut donc en calculer ses calories. On sait que celle-ci contient environ 20 grammes de glucides et une quantité tout à fait négligeable de protéines et graisses. En faisant 20, les glucides en grammes contenus dans notre pomme, fois 4, le nombre de calories par gramme de glucides, on obtient bien 80 calories. Et donc, comme j'en parlais plus tôt dans cette vidéo, il suffirait de consommer moins de calories qu'on en dépense pour maigrir. J'utilise le conditionnel, mais beaucoup d'études prouvent que c'est une façon efficace de perdre du poids et ce n'est absolument pas quelque chose que je veux remettre en question ici. Toutefois, cette méthode a ses limites et je veux y apporter 3 petits bémols. Numéro 1, toutes les calories ne se valent pas. On ne peut pas comparer un donut de 400 calories avec un morceau de saumon de 400 calories. Le donut ne contient quasiment que des glucides et en particulier du fructose, le pire des glucides, alors que le saumon ne contient quasiment que des protéines et du bon gras. Les effets sur notre corps seront totalement différents. Mais je reviendrai sur cet exemple du donut et du saumon un peu plus tard dans cette vidéo. 2. Nous ne sommes pas des machines à compter. Je le rappelle, la calorie en tant qu'unité de chaleur a été définie au 19e siècle et le comptage des calories pour la perte de poids est seulement apparu au 20e siècle. Nos ancêtres d'avant la révolution industrielle et nos ancêtres du paléolithique ne le faisaient pas et étaient en bien meilleure santé que nous. Et de toute façon, qui a vraiment envie de passer sa vie à compter les calories ? 3. Maigrir c'est bien, mais la santé c'est mieux. On peut maigrir car on est mal nourri. On peut maigrir et perdre de la graisse, ce qui est bien, mais on peut maigrir et perdre de la masse musculaire et de la masse osseuse, ce qui est moins bien. On peut être mince et en mauvaise santé, voire même mince d'apparence, mais gras à l'intérieur car la graisse enveloppe nos organes. Idéalement, il faut privilégier la santé, et si la santé est privilégiée, la perte de poids suivra de toute manière. Et cela se passera de façon nettement plus durable que tous les régimes miracles qui vous promettent de perdre beaucoup de poids en très peu de temps. À nouveau, je ne veux pas remettre en question la théorie du déficit de calories pour la perte de poids. On parle ici d'une loi fondamentale de la thermodynamique et loin de moi l'idée de remettre une science établie en question. Si on a une alimentation dite normale, c'est-à-dire équilibrée, cela fonctionnera. Mais si on applique le principe à la lettre sans trop réfléchir, on peut arriver à des choses absurdes. Une étude connue dans le monde de la nutrition est celle qu'a réalisée Mark Hobe, un professeur de nutrition à la Kansas State University. En 2010, pendant 10 semaines, il a mangé des Twinkies, un gâteau sucré très populaire aux États-Unis,
toutes les 3 heures au lieu des repas. Pour ajouter un peu de variété, Aube a également grignoté des Doritos, des céréales sucrées et des Oreos. Il s'est limité à 1800 calories par jour, moins que ce qu'il dépensait, et a effectivement perdu 12 kilos en 2 mois. Donc oui, cela a marché. Mais pensez-vous que Mark Aube aurait pu tenir cette diète sur le long terme? Et si oui, pensez-vous que les effets sur sa santé auraient été bénéfiques? De la même manière, 1800 calories, c'est environ 13 canettes de 33 centilitres de Coca-Cola. Pour maigrir, il suffirait donc de se nourrir uniquement de 13 canettes de Coca-Cola par jour. C'est évidemment un cas extrême et absurde, mais vous avez compris où je voulais en venir. Utiliser les calories comme unique vérité sans avoir une alimentation équilibrée et sans comprendre les effets qu'ont les différents macronutriments sur notre corps peut être contre-productif. Mais alors, si on ne souhaite pas se baser sur les calories pour la perte de poids, existe-t-il un autre système simple qui permettrait de maigrir sans devoir avoir fait un doctorat en nutrition ou en physiologie humaine? Quid, par exemple, du Nutri-Score? Malheureusement, bien que partant probablement d'une bonne intention, le Nutri-Score est encore trop imparfait pour être pris au sérieux. Bien qu'il soit devenu récemment beaucoup plus sévère avec le sucre, il reste inutilement très sévère envers les graisses saturées, ne fait de manière générale aucune différence entre les différents types de graisses, et ne prend pas en compte l'index glycémique ou le nombre d'ingrédients des aliments. Il en va de même pour des applications de type Yuka, qui sont tout à fait pertinentes pour juger votre shampoing ou votre poudre à lessiver, mais encore basées sur la science de la seconde moitié du XXe siècle en ce qui concerne la nutrition. Peu de gens le savent, mais le Nutri-Score est d'ailleurs fortement controversé, l'Italie et la Grèce ayant notamment décidé de ne pas l'adopter, car pénalisant trop les aliments qui y sont consommés depuis des millénaires et qui ont fait leur réputation, comme l'huile d'olive, la charcuterie ou le fromage. Notez que le fait qu'un aliment ait un Nutri-Score est généralement mauvais signe, même si ce Nutri-Score est de A, car il signifie que nous sommes en présence d'un aliment industriel. La viande, les œufs et les légumes que vous achetez aux fermiers du village avoisinant n'ont pas de Nutri-Score. Que faire alors si on ne peut pas se fier aux calories et encore moins au Nutri-Score? Comme je l'ai dit, la science des calories n'est pas inexacte, mais elle est à prendre avec des pincettes. Pour la rendre plus pertinente, on va les compléter avec un nouveau concept, la satiété. La satiété, c'est assez simple à comprendre. Quand on arrive à satiété, cela veut dire qu'on est rempli, qu'on n'a plus envie de manger. Le problème de la plupart des régimes qui existent, ceux qui se basent sur les calories, mais pas seulement, c'est qu'ils sont restrictifs. Cela veut dire qu'ils nous contraignent, ils ne nous satisfont pas. En d'autres mots, on perd du poids, mais on passe son temps à avoir faim. On peut les tenir pendant un court moment, ou un long moment si on est mentalement fort, mais inévitablement, après quelques semaines ou quelques mois, on craque et on les abandonne. Paradoxalement, suite à cela, on reprend plus de poids qu'on en a perdu pendant le régime. C'est le fameux effet yo-yo. Cela s'explique par le fait que si on met nos corps en mode famine, dès qu'on va retrouver une alimentation normale, le corps va stocker encore plus de graisse qu'auparavant, afin de se préparer pour la prochaine famine. C'est un comportement directement hérité de la préhistoire où nos ancêtres ne mangeaient pas à leur faim tous les jours si la chasse et la cueillette n'avaient pas été fructueuses, et devaient donc stocker plus quand c'était le cas, afin de préparer la prochaine période de disette. Pour pouvoir établir une stratégie long terme au niveau de la perte de poids et de la santé de manière générale, une règle de base est de manger à sa faim. Et pour cela, il faut tenir compte de l'effet qu'ont les aliments sur notre satiété, afin de consommer ceux qui la maximisent. De cette manière, on mangera moins et par conséquent, on diminuera notre consommation de calories. Certaines calories sont considérées comme vides car elles n'apportent aucun nutriment essentiel à notre corps et il faut donc les éviter. Et devinez dans quelle catégorie de nourriture on trouve le plus de calories vides. Je vous le donne en mille, c'est dans la nourriture industrielle ultra processée. Si on privilégie la vraie nourriture, on arrive plus vite à satiété. En particulier la nourriture riche en protéines, en bonnes graisses, en fibres, en vitamines et en minéraux nous mènera plus vite à satiété. Reprenons l'exemple du donut et du saumon. Comme je le disais tout à l'heure, ils contiennent tous les deux 400 calories. La différence entre les deux, c'est que le donut mène à l'obésité et à une mauvaise santé métabolique, tandis que le saumon nous en protège. Cela s'explique par le fait que le donut ne va pas nous satisfaire de la même façon que le saumon. Quand nous aurons consommé le saumon, il peut se passer de longues heures avant que nous ayons faim à nouveau. Quant au donut, dès que nous en aurons consommé un, nous en voudrons un second. Et moins d'une heure après, à cause de l'hypoglycémie réactive, nous en voudrons encore, et encore, et encore. Nous sommes à nouveau pris au piège dans les montagnes russes de la glycémie. Si nous voulons manger à notre faim à base de donuts, de Twinkies ou de Coca-Cola, nous consommerons beaucoup plus de calories que si nous voulons manger à notre faim à base de saumon et de brocoli. Je ne suis pas fan des systèmes de scoring simplistes comme le Nutri-Score, mais s'il ne fallait en sauver qu'un seul, ce serait sans doute celui mis en place par Ava, une application de nutrition qui est sortie très récemment.
Leur credo est le concept de satiété que je viens d'expliquer en long et en large, et ils proposent de mettre un score sur chaque aliment afin d'en comprendre les effets sur la satiété. Au plus proche l'aliment se trouve de 100, au plus l'aliment nous satisfera. On y découvre que l'asperge verte a un score de 100, le brocoli de 89, le saumon de 78, le steak de bœuf de 73, la poitrine de poulet de 73 et les œufs de 64. De l'autre côté du spectre, nous avons les chips avec un score de 3, le donut avec un score de 6, les cookies avec un score de 1. On pourrait créer un graphique avec 4 cadrans en fonction du score de satiété et des calories de chaque aliment et privilégier les aliments qui se trouvent en haut à gauche, éviter comme la peste ceux qui se trouvent en bas à droite et rester parcimonieux sur le reste. À nouveau, je ne recommande pas de passer son temps à vérifier et noter les calories et le score de satiété de tout ce que nous mangeons quotidiennement, car, je le répète, nous ne sommes pas des machines à compter. Mais cela permet de se faire une idée en cas de doute. Et vous allez dire que je radote, mais je pense que c'est important de le répéter. Pour arriver plus vite à satiété et optimiser votre santé de manière générale, privilégiez la vraie nourriture. Restez le plus loin possible de tout ce qui est produit dans une usine. Rapprochez-vous le plus possible de la façon de manger qui était la norme avant l'industrialisation de la nourriture. C'est désormais la fin de cette vidéo. À nouveau, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté lorsque la prochaine vidéo sortira. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.